Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Nathalie Bégin. Je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps depuis déjà 2017. J'ai quelqu'un qui m'accompagne ce soir qui est Laure Gauthier, qui va être l'opératrice. Laure, si tu veux juste faire un coucou pour qu'on puisse te repérer. Bonsoir à tous, je suis là pour ceux qui me voient. N'hésitez pas si vous avez des questions. En fait, aujourd'hui, on va enregistrer la conférence. Puis, les questions, c'est moi qui vais les prendre. Donc, si vous voulez poser des questions à Nathalie, écrivez-les dans le chat commun parce que Nathalie va être occupée dans la conférence, puis elle n'aura pas le temps d'aller regarder les questions. Donc, c'est important que vous les écriviez à moi ou dans le chat commun. Je les prends en note. Et puis, à la fin, je pose vos questions. Parfois, je fais une petite synthèse, mais tout ça pour les poser à Nathalie. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire à moi. Voilà, Nathalie. Bonne Merci beaucoup. conférence. Merci. Si vous avez des problèmes techniques aussi, c'est avec l'art que vous gérez ça. Moi, je pourrais pas vous aider. Pas aujourd'hui. Alors, pour poursuivre ma présentation, bien, je suis formatrice à l'école Écoute ton corps. Je suis aussi consultante. J'ai un conjoint, trois grandes filles et aussi des petits-enfants. Donc, je suis grand-maman à travers tout ça. Je suis aussi formatrice pour l'Institut SAE, qui est basé en France, qui a été créé avec Lise Bourbeau et Jean-Louis Raphaël Mersch. Dans le fond, c'est la méthode Écoute ton corps que l'on applique dans le monde professionnel. Vous donnez un petit historique peut-être de l'école. Elle a été fondée en 1982. Lise Bourbeau, qui est la fondatrice, a écrit son premier livre en 1987, que vous connaissez peut-être, qui est le livre Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre. Lorsqu'elle a créé l'école, Lise, elle a créé un premier atelier qui était à l'époque l'atelier Écoute ton corps. Aujourd'hui, cet atelier-là a été mis au goût du jour, on pourrait dire, mais toujours en respectant la méthode Écoute ton corps. Et aujourd'hui, il s'appelle Être bien. Je vais mentionner comme ça de temps en temps, soit un atelier, un livre, puis vous allez voir, Laure, elle va vous placer des liens dans le conversé. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et puis vous aurez accès directement à ce que je suis en train de vous parler. À la fin de la conférence, comme Laure l'a mentionné, il va y avoir une période de questions. Donc, prenez en note vos questions en attendant, puis vers la fin, commencez à les envoyer à Laure. Et je vais vous annoncer aussi à la fin de la conférence une belle promotion avec le thème d'aujourd'hui, 12 moyens pour arriver à être bien, pour apprendre à être bien, pour être bien dans notre vie. Hein? On a tous envie de ça, apprendre à être bien dans sa vie. Alors, je vais vous partager aussi à la fin de la conférence, Laure va vous partager l'écran des 12 moyens que je vais vous donner et des 12 actions que vous allez pouvoir commencer à mettre en place. Donc, vous pourrez faire des photos ou des captures d'écran à la fin. Au niveau des consignes, vous avez sûrement remarqué, c'est pas possible d'ouvrir les micros. Même moi, j'ai eu une certaine difficulté à ouvrir le mien. C'est normal parce qu'on enregistre la conférence et elle va être publiée sur la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Alors, c'est seulement Laure et moi-même qui allons être visibles pendant la conférence. C'est une conférence qui dure environ 1h30 avec la période de questions. Euh, Vous pourrez pas m'écrire à moi parce que je serai pas capable de vous lire en même temps. Le but de la conférence d'aujourd'hui, évidemment, c'est de faire connaître notre belle école, l'école Écoute ton corps. Vous savez, ces techniques-là qu'on enseigne depuis plus de 40 ans, elles ont fait leurs preuves auprès de milliers de personnes jusqu'à maintenant. J'espère que cette conférence va vous permettre de voir si ce qu'on enseigne, ça peut vous aider, vous, dans différents domaines de votre vie. Personnellement, c'est à travers ces 12 moyens simples que j'ai pu transformer ma vie. Et il en va de même pour des milliers de personnes comme moi qui, un jour, en ont eu assez de souffrir, de pas être bien, de pas comprendre non plus qu'est-ce qui se passait, malgré tout
plein d'actions qu'ils entreprenaient, il y avait tout le temps l'impression de tourner en rond. Alors, vous allez voir, grâce à l'accompagnement et à la structure de notre programme de formation, puis bien sûr, euh, grâce à votre investissement personnel, votre détermination à être bien, vous allez pouvoir transformer votre vie d'une façon durable. On entend souvent parler des moyens de transformation rapide. La transformation, c'est un processus qui est long et qui demande du sport. Hein, on est dans un monde de sensations fortes, hein. Les technologies changent, ça évolue, vitesse grand V. Les enfants sont envahis par des sensations multiples. On veut toujours le dernier cri de la technologie, la meilleure télévision, le meilleur cellulaire. On est envahi par ça. On voit les couples, les amitiés, ça tient pas le coup. Tout va rapidement. C'est comme si l'objectif, c'était de tout satisfaire rapidement, euh, puis vite, on passe à d'autres choses. On dirait que ce qui nous attire, c'est magique, c'est rapide, c'est des petits trucs. On entend des fois, venez perdre 15 livres en 10 jours sans aucun effort. Prenez la petite pilule magique. Ou devenez millionnaire instantané. Hein? Ou prenez ce truc-là rapide, ça va vous nourrir, ça va vous donner tout ce que vous avez besoin. Le titre pourrait faire penser à ça. 12 moyens pour avoir une belle vie. Hein? 12 moyens pour apprendre à être bien. Le chiffre 12, ça peut signifier être simple, être rapide, mais en réalité, je ne vous offrirai pas de recette miracle ce soir et cet après-midi. Aujourd'hui, c'est important de comprendre que ces 12 moyens-là font partie d'un processus de transformation. C'est pas des trucs pour avoir des transformations magiques. J'espère que c'est pas votre attente en venant aujourd'hui à la conférence. Ça va être toutefois de travailler sur l'ensemble de ces moyens-là, que là, il va y avoir des résultats extraordinaires. Pour chaque moyen que je vais vous énumérer, il va y avoir une action suggérée à mettre en place dans votre vie. Moi, ça, je vous invite à les noter. Alors, on commence tout de suite. Le premier moyen, c'est utiliser son pouvoir créateur consciemment. Les pensées qui dominent votre esprit façonnent votre vie. Alors, soyez attentifs et transformez et travaillez, pardon, à les transformer. Le pourcentage que l'être humain est conscient, généralement, on dit là, que c'est à peu près 10%. Mais disons que ce serait même 15% qu'on est conscient. Ça veut dire que 85% n'est pas conscient. Alors, on va créer, mais à partir de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. Le problème, c'est qu'on crée à partir de 85% d'inconscient. Parfois, il reste quelque chose de notre passé qu'on n'est même pas conscient. Puis aujourd'hui, on essaie de créer notre vie. Exemple, on veut s'affirmer, mais on est pris avec la petite enfant ou le petit enfant qui est à l'intérieur de nous. C'est lui aujourd'hui qui essaye de s'exprimer. Mais il y a tous ces filtres-là inconscients. Seule la personne qui est responsable d'utiliser le pouvoir de sa pensée va réussir à créer ce qu'elle veut de façon consciente et responsable. Est-ce qu'on prend le temps de s'assurer un peu à tous les jours que nos pensées conscientes vont dans le sens de nos besoins? Donc ça, déjà, là, si on faisait ça, ça serait une nette amélioration. Observer ce qu'on pense régulièrement. La pensée, ça représente une source d'énergie extrêmement puissante. C'est un autre grand pouvoir créateur de l'humain, la pensée. Le pouvoir de la pensée peut s'avérer immense, tout comme celui de la parole. Il peut influencer considérablement notre vie. Toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, vont créer des images, émettre une vibration et prendre une forme. Et cette forme-là, elle est invisible, mais elle est projetée dans le monde invisible. Donc, on a comme des formes pensées qui flottent autour de nous, qui agissent comme des aimants. Ça contribue à attirer à nous l'objet de nos pensées.
que ce soit des désirs, hein, des pensées avec des désirs ou des pensées avec des peurs. Nous pouvons donc, grâce à ce pouvoir, manifester soit nos plus grands désirs, mais souvent, le problème, c'est qu'on manifeste nos plus grandes peurs. Plus tu penses puis que tu ressens à ce que tu désires, plus tes désirs vont pouvoir se matérialiser. À force de nourrir ce que tu veux créer en pensée positive, bénéfique pour toi, tu finis aussi par choisir consciemment les bonnes actions à poser, à attirer les bonnes personnes dont tu as besoin pour matérialiser tes désirs. Par contre, si tu entretiens des pensées de peur, d'inquiétude, souviens-toi que le pouvoir de ta pensée reste tout aussi efficace. Ces formes pensées attirent à toi l'objet de tes peurs. Donc, il faut devenir le plus conscient possible de nos pensées parce que même si elles sont inconscientes, elles ont autant de pouvoir. Vous savez, parfois, on est un peu incohérent entre nos pensées et ce qu'on veut. Moi, j'entendais parfois des gens qui disaient, ah, c'est l'enfer au bureau, c'est l'enfer sur la route. Ça peut sembler anodin d'utiliser cette façon-là de parler, puis c'est assez commun, courant d'utiliser cette expression-là, mais certains emploient ce mot plusieurs fois dans une journée sans se rendre compte du pouvoir de la parole. Mais dans le fond, là, ils veulent pas créer de l'enfer autour d'eux, mais c'est exactement ça qui dégage. Donc, leurs pensées, leurs paroles finissent par créer des situations d'enfer. Toute l'énergie qu'on a qu'on utilise à haïr quelque chose, ça ne nous sert pas à créer une vie heureuse, libre, paisible. Il y a beaucoup de gens qui vont se répéter des mots comme euh, je suis stupide, ou je suis peureux, ou je suis nul, ou je suis gros, je suis pauvre, je suis incapable, hein, des je suis, quelque chose de négatif. Je sais pas vous autres, là, vous pouvez me faire un petit signe de la tête si ça vous arrive. Pense pas que j'ai été seule à traverser ça. Mais ces paroles-là, elles accentuent inconsciemment l'attitude, parce que le fait de l'affirmer, je suis quelque chose, signifie qu'on s'identifie à l'état d'être. Mais c'est pas ça qu'on veut être. Mais voyez-vous, on utilise mal notre pouvoir de créer. Ça l'indique que la force créatrice pour continuer d'alimenter les je suis négatifs, on fait juste alimenter cette partie-là. Alors, c'est pas ça qu'on veut au plus profond de soi. Ça devient plus intelligent peut-être de dire, je rencontre un problème actuellement, au lieu de se dire, je suis stupide. Je rencontre un problème actuellement, je l'accepte pour le moment. C'est pas ma préférence, mais j'accepte que c'est ça pour le moment, puis je le sais que je vais m'en sortir un jour. Versus, je suis stupide d'avoir ce problème-là. Il y a des gens qui disent, ah, je suis toujours fatiguée, je manque d'énergie, j'y arriverai jamais. Encore une fois, hein, ils passent la journée à dire ça, ils engrangent ça à l'intérieur d'eux, mais le résultat va avec, hein. Euh, il y a des gens qui vont dire, ah, j'en ai assez d'être malade. Voyez-vous, c'est pas cohérent. La personne cherche la santé, veut la santé, mais c'est complètement incohérent dans ce qu'il va manifester, ce qu'il va ressentir. J'en ai assez d'être malade. Au lieu de dire, je veux vivre dans un corps en santé à partir de maintenant. Et ce faisant, ben, tu te mets à utiliser le grand pouvoir d'une façon constructive et bénéfique pour toi plutôt que nuisible. Alors, les actions suggérées pour utiliser votre pouvoir créateur, premièrement, pensez à une plainte que vous faites régulièrement. Quelque chose que vous dites régulièrement qui est plus à connotation négative, une plainte. Puis ensuite, réfléchissez pour trouver qu'est-ce que vous avez fait avec ça, qu'est-ce que vous avez dit, pensé, ressenti, qui crée et qui maintient cette insatisfaction-là dans votre vie. Demandez-vous si c'est vraiment cohérent avec ce que vous voulez véritablement. Plus vous allez être conscient et cohérent de ce qui se passe réellement en vous, mais plus vous allez être en mesure de faire arriver ce que vous voulez pour être bien, hein. On utilise notre pouvoir créateur consciemment. Le deuxième moyen, c'est de devenir conscient de ses croyances. Si on a des croyances, si les choses tournent pas rond comme vous voulez,
C'est parce qu'il y a une partie de vous qui s'y oppose. Deuxième chose, il faut bien comprendre que ce qui s'y oppose, c'est un système automatique et souvent inconscient, 85% du temps, que vous avez installé pour ne pas souffrir. Donc, on a tous des croyances à l'intérieur de soi. Certaines sont aidantes, d'autres ne le sont pas. Elles sont nuisibles, elles sont non bénéfiques et elles s'opposent inconsciemment à nous faire arriver ce qu'on veut dans le moment présent. Vous avez sûrement déjà entendu parler des croyances populaires, hein, qui sont très répandues. Et ça, ces croyances-là, elles peuvent même influencer l'inconscient collectif de la société. Il y a même des croyances populaires, on se dit, mon Dieu, sont vraiment très fortes parce qu'elles sont répandues à travers un grand nombre d'individus. Les, si je suis dans un courant d'air, je vais avoir le rhume. On l'entend souvent, ça. Donc là, lorsque je crois ça, c'est une croyance. Mais c'est sûr que si je le crois, ça va finir par se manifester. À un moment donné, je suis dans un courant d'air et là, ça arrive. Donc là, voyez-vous, les choses, première mention, les choses tournent pas comme je le veux. Il y a une partie de moi qui s'oppose à ma santé, là, si j'ai le rhume. Puis la deuxième, il faut bien comprendre que c'est un système automatique et ce système-là, il est souvent inconscient. Vous l'avez évité, vous l'avez installé pour ne pas souffrir. Donc là, je parle d'une croyance populaire, mais il y a le même genre de croyance qu'on pourrait avoir au niveau individuel. Il nous arrive toujours ce que l'on croit. Donc, quand les choses ne changent pas dans votre vie, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui s'y oppose. Il y a une partie de vous qui croit que c'est pas correct, que c'est mal ou que c'est dangereux. Et c'est cette partie-là qu'on appelle des croyances. Une croyance, c'est une certitude. On a confiance en quelque chose, on est convaincu que c'est ça, c'est une conviction. Puis depuis qu'on est tout jeune, on a accumulé toutes sortes de croyances. Lorsqu'on était enfant, on nous a répété à maintes reprises les mêmes choses, puis on a simplement fini par croire que tout ça, c'était vrai, que c'était la vérité. Je vous donne un exemple très simple, sûrement bien parlant. Un enfant, ceux qui ont des enfants, vous avez peut-être déjà dit à vos enfants, parle pas aux étrangers, c'est dangereux. L'intention est bonne, on veut protéger notre enfant. Et on y répète, on y répète. Puis là, l'enfant, 20 ans plus tard, il est rendu à 25, 30 ans. Et puis, il est formateur ou il travaille dans la vente, mais inconsciemment, il continue de croire que de parler aux étrangers, c'est dangereux. Misère, hein? Comment tu peux vendre quelque chose si tu es un vendeur, mais que tu crois que parler à des étrangers, c'est dangereux. Ça se fait, on s'en rend même pas compte de ces croyances-là. Alors, comme on s'en rend pas beaucoup compte, pardon, on va devoir faire un ménage là-dedans, dans toutes ces croyances-là pour s'adapter à notre nouvelle réalité d'adulte. Notre perception mentale du bien, du mal a été l'élément déclencheur pour créer nos croyances. Donc, exemple, euh, un enfant qui oserait dire la vérité à ses parents, il a cassé la vitre du voisin. Mais là, il va dire à ses parents, j'ai cassé la vitre du voisin. Voyez-vous? Ils osent dire la vérité. Puis là, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils vont le punir. Alors lui, cet enfant-là, il prend une décision. Il décide de croire qu'il est préférable de rien dire ou même de mentir. Parce que pour lui, dire la vérité, ça égale, je vais me faire punir. Donc, une croyance, c'est une association mentale entre deux choses. Dire la vérité, ça égale se faire punir. Il y a comme un danger là-dedans. Donc, je vais croire qu'il ne faut pas que je dise la vérité pour éviter de souffrir. Mais pourtant, son besoin, c'est d'être vrai. Un autre enfant qui, lui, reçoit des compliments puis de l'attention seulement quand il est sage, seulement quand il fait plaisir à ses parents. Il entend toujours ses parents même souhaiter que le petit frère devienne aussi sage que cet enfant-là. Mais cet enfant-là va commencer à croire qu'être gentil et plaire équivaut à être aimé. Il va faire une association mentale. Si je suis gentil, si je plais, ah là, je suis aimé, je suis accepté.
on me donne des avantages. Donc, voyez-vous, c'est encore une croyance pour ne pas souffrir, parce que si je suis pas toujours gentil, oups, c'est dangereux, je pourrais ne pas être aimé. Donc, cet enfant-là va même se forcer parfois à être gentil et à avoir les bons comportements, même en dépit de ce qu'elle voudrait véritablement. Donc, pour me rendre compte de mes croyances, il y a une question qu'il faut que je me pose. C'est qu'est-ce qui peut m'arriver de désagréable si j'obtiens ce que je veux? Je reviens avec mon exemple de l'enfant qui dit la vérité, hein, avec la vitre cassée puis il se fait punir. Aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, il constate qu'il voudrait dire la vérité, être vrai, authentique, mais il n'y arrive pas. Disons qu'il y a une partenaire d'affaires ou d'amour, qu'importe, puis il constate qu'avec sa partenaire, il cache beaucoup de choses. La partenaire, elle s'en rend compte à un moment donné, puis elle l'accuse. L'accuse de ne pas être vrai, l'accuse de lui cacher des choses. Donc, il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Alors, cette personne-là va devoir se demander la fameuse question que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui peut m'arriver de désagréable si j'obtiens ce que je veux? Lui, dans ce qu'il veut, c'est être vrai, dire la vérité. Donc, si je dis la vérité, si je suis vrai comme j'en ai envie, qu'est-ce qui va m'arriver de désagréable? Parce que derrière une croyance non bénéfique se cache toujours une peur, un désir ou un besoin à combler. Alors, les actions suggérées pour devenir conscient de nos croyances, vous allez noter une situation ou une chose qui ne va pas dans votre vie. Quelque chose là, que vous vivez et qui est insatisfaisant. Ensuite, demandez-vous si vous aviez ce que vous voulez dans cette situation-là. De quoi auriez-vous peur pour vous? Ça, c'est la question à se poser. Et c'est urgent de vérifier notre système de croyance et de ne conserver que ce qui vous fait sentir bien, heureux et en paix avec vous-même puis avec les autres. Troisième moyen, se réconcilier avec, rappelez-vous, hein, je vous fais un partage d'écran à la fin pour les moyens et les actions. Vous allez pouvoir tout prendre ça en photo, là. Je vois des yeux qui sont presque dans la panique. Oh non, j'ai pas eu le temps de prendre en photo, j'ai pas eu le temps d'écrire. Inquiétez-vous pas. Alors, se réconcilier, le troisième, avec le passé, avec nos parents en particulier. L'influence du passé a pour racine nos parents. Le fait de se réconcilier avec le passé et nos parents, au niveau de la souffrance vécue, nous libère de l'emprise qu'ils ont eue sur nous. Nos croyances, qu'on vient juste de parler, ont été influencées par nos parents. Alors, on veut se réconcilier avec le passé. On sait qu'on ne peut pas changer le passé, mais par contre, on peut en changer sa perception. Et c'est ça qui va faire toute la différence. On peut passer d'une perception négative d'une personne à une perception réaliste. Ce qu'on a constaté au fil des expériences avec les différents participants de l'école Écoute ton corps, c'est que l'autre vit la même chose. C'est juste que c'est exprimé d'une façon différente. La réconciliation est nécessaire chaque fois qu'on vit un problème relationnel. Lorsqu'on en veut à une personne pour quelque raison que ce soit, c'est toujours parce que nous sommes profondément déçus de la personne qui n'a pas répondu à nos attentes, pareil comme quand on était un enfant. Avec ma mère, je vous donne un exemple. Moi, j'ai observé quelque chose qui a permis de changer ma perception de ma mère sur un aspect, entre autres. Je voulais pas être comme elle par réaction à elle. J'étais en réaction à son attitude. Je la jugeais d'être laxiste. Je trouvais qu'elle n'avait pas assez mis de limites dans ma vie quand j'étais plus jeune et que c'était de sa faute si j'avais eu des difficultés scolaires parce qu'elle ne m'avait pas assez encadrée. Moi, j'ai pu observer en faisant l'école Écoute ton corps, j'ai pu observer que j'étais en réaction à son laxisme. Et du fait que j'étais en réaction, je suis tombée à l'extrême avec mes enfants. On dit au Québec,
on leur tient la vis serrée. Je ne sais pas si vous dites ça en Europe, mais moi, j'avais la vis serrée avec eux autres. Donc, imaginez une vis, là, puis elle était très, très serrée. J'avais des règles à respecter, à n'en plus finir, mais finalement, ça a eu un impact négatif sur mes enfants aussi. Ils n'aimaient pas ça plus que moi, j'avais aimé ma mère qui était laxiste. J'ai vu que j'ai encadré, serré mes enfants dans certains domaines, mais quand j'ai pris le temps de m'observer, j'ai réalisé que finalement, moi aussi, j'étais laxiste. Alors, quand j'étais cadrante, je me disais intérieurement, mes enfants, je les encadre parce que je les aime. Je vais leur montrer mon amour de cette manière-là. Ma mère, quand elle ne m'encadrait pas, elle était en train de me dire la même chose. J'encadrerai pas ma fille, moi, pour lui montrer comment je l'aime, que je fais confiance, que je donne sa pleine liberté. J'en ai parlé de ça avec ma mère et elle m'a dit que elle, quand elle était jeune, qu'elle avait été encadrée à l'extrême avec sa mère, on lui avait serré la vis et on lui avait imposé des choses qu'elle ne voulait pas. De prendre un pas de recul pour regarder cette perception-là, puis commencer à changer ma perception, ça m'a permis, moi, de développer de la compassion pour elle, pour moi, pour mes enfants, même pour ma grand-mère, qui elle aussi, comme moi, avait serré la vis. Donc, on a toutes vécu la même chose finalement. C'était les actions qui étaient un peu différentes. On avait des limites comme être humain. Donc, ça, là, quand vous êtes capable d'avoir de la compassion, à travers ces situations-là, quand vous êtes capable de vous placer dans la peau de l'autre, vous allez pouvoir sentir, malgré votre propre souffrance, à quel point l'autre avait atteint ses propres limites, à quel point l'autre souffrait également au même degré que toi. Et c'est là que tu vas arriver à la compassion. Tout ce qui n'est pas réconcilié avec le passé, je vous le dis, là, ça va revenir. Ça va revenir, puis ça va se perpétuer d'une génération à l'autre, comme ça s'est perpétué dans les générations antérieures. Il y a sûrement plusieurs attitudes que vous auriez souhaitées différentes, avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Donc, imaginez, à partir d'aujourd'hui, si vous changez votre perception en rapport de ce que vous avez vécu. Ne pensez-vous pas que vous pourriez vous sentir plus léger, plus libre? Alors, les actions suggérées pour se réconcilier avec le passé, prenez une attitude que vous n'avez pas appréciée de votre parent. Regardez si cette attitude-là, ce être-là, comme moi, être laxiste, si vous répétez cela avec vos enfants ou avec d'autres personnes de votre entourage, ou au contraire, que vous faites le contraire, des fois l'extrême contraire pour ne pas être ça. Regardez ensuite si vous êtes capable d'avoir une compréhension du cœur et de développer de la compassion. À mesure qu'on fait la paix avec les gens qui nous entourent et avec le passé, à mesure qu'on vit dans la réconciliation et la compassion, ça nous rebranche à notre pouvoir créateur, ça aussi. Le quatrième, se connaître à travers l'autre. Donc, de comprendre qu'à chaque fois qu'on réagit fortement à quelqu'un, c'est que ça nous indique une partie de soi euh, qui n'est pas acceptée et ça nous indique un manque d'amour de nous-mêmes. Pour se réconcilier avec notre passé, vous n'avez pas tout le temps besoin d'aller fouiller dans le passé. Vous pouvez utiliser les gens avec qui vous vivez, les gens de votre entourage. Donc, c'est important quand une personne vous dérange, c'est pas de regarder tellement qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est vraiment d'être capable d'identifier l'attitude, ce qu'elle est. Tu vois, moi, ma mère, si je reprends l'exemple du laxisme, elle était laxiste. Mais qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Elle ne me mettait pas de limite, elle me disait pas d'étudier, elle ne me disait pas à quelle heure me coucher, elle me laissait rentrer presque aux heures que j'avais envie, elle me laissait manger ce que je voulais. Ça, c'est des choses qu'elle faisait. Derrière, l'attitude dans l'être, c'était d'être laxiste. Alors, c'est important de trouver le qualificatif négatif ou ce qu'on pourrait
dire que c'est comme un défaut. Hein. Le défaut que vous n'avez pas aimé avec vos collègues, avec vos amis, avec vos enfants, votre entourage. Donc, c'est quoi le être? Je vous donne un exemple avec une ancienne collègue quand j'ai travaillé dans les services éducatifs à la petite enfance pendant plus de 32 ans et j'avais une ancienne collègue qui voulait tout contrôler. Et moi, je la trouvais très prétentieuse à mes yeux. Mais quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, donc j'ai réalisé que moi aussi, on me juge de prétentieuse. Quand je veux faire passer mon idée à tout prix, quand j'insiste sur mon point de vue à moi, ben je me fais juger. Puis j'aime pas plus ça. Mais dans le fond, là, quand j'agis comme ça, mon intention, c'est quoi? Ben, elle est bonne, mon intention, c'est d'amener à bien mon équipe parce que je crois que c'est la meilleure façon de faire. Alors, la manière que je l'amène, pourtant, il y a des gens qui sont en réaction comme envers moi, comme moi, j'étais en réaction envers elle. Le fait d'être capable de le voir chez moi que, ah oui, ça se peut que les gens me jugent prétentieuse finalement, ça se peut que je le sois. Ça m'aide à avoir de la compassion pour moi et bien sûr, ça va m'aider à avoir de la compassion pour l'autre en même temps. Je reconnais que mon intention, elle est bonne. C'est juste que le moyen est peut-être inefficace. Je le fais pas pour nuire, tout comme elle, quand elle agit comme ça, en étant prétentieuse, c'est pas pour nuire qu'elle le fait. Elle aussi, elle a des bonnes intentions. Donc, j'utilise l'autre qui me dérange pour grandir. Conjoint, enfant, patron, ami, etc. Parce que définitivement, si quelque chose vous dérange chez quelqu'un, c'est parce qu'il y a une partie de vous que vous n'acceptez pas. Puis plus une personne te dérange, plus l'univers est en train de te dire, il serait temps que tu t'acceptes dans cette attitude-là, dans ce être-là. Le fait de ne pas t'accepter, ça te perturbe dans ton plan de vie à toi d'évoluer vers de l'amour. Alors, les actions suggérées pour te connaître à travers l'autre. Donc, la prochaine fois qu'un comportement chez quelqu'un d'entre vous va te déranger, demande-toi, tu l'accuses d'être quoi? Et là, ensuite, demande-toi si ça t'arrive d'être comme ça et si oui, c'est quoi ton intention? Ou si tu vois, tu essayes de faire complètement le contraire. Mais je vous le dis, on est déjà ce dont on accuse les autres. Le cinquième moyen, décoder les messages de votre corps. Donc, si jamais vous décelez pas les conflits intérieurs en rapport à votre environnement ou les gens autour, vous pouvez bien sûr vous aider d'un autre signal, votre corps physique. Quand il y a un conflit dans nos désirs et nos besoins, et ce, de façon prolongée, donc un conflit entre nos croyances qu'on croit et nos besoins véritables, ça va créer des tensions dans notre corps. Et éventuellement, ça va créer des maladies. Donc, en réalité, chaque malaise physique, chaque maladie qu'on a, ça peut nous aider, encore une fois, à découvrir trois choses importantes sur toi. Que tu as un besoin inconscient qui n'est pas comblé présentement. Tu as une façon de penser, une croyance, qui t'empêche de manifester ton besoin. Et donc, que la peur est plus grande à l'intérieur de toi, puis la peur a déclenché cette croyance-là. Donc, tu vas pouvoir identifier aussi ta peur. Et le troisième point, c'est ce que ça vient dire, c'est que tu dois accepter quelque chose en toi afin d'amorcer la guérison ou le mieux-être. Donc, quand ton corps te parle à travers un malaise ou une maladie, il veut t'aider à devenir conscient que tu entretiens une façon de penser qui n'est pas bénéfique pour toi. Une façon de penser qui t'empêche de t'aimer, de t'accepter tel que tu es. Je vais te donner un exemple, je pense, qui peut être assez parlant. Hein, ça vous arrive sûrement à tout le monde. Des fois, on a une petite démangeaison. Ça nous gratte. Hein? On se gratte un peu, on se gratte les cheveux, on se gratte. Tantôt, j'avais une petite démangeaison, ça me grattait le nez. Donc, des démangeaisons. Ça,
Ça arrive à peu près à tout le monde de vivre ça. Donc, une démangeaison au niveau physique, c'est une sensation au niveau de l'épiderme qui incite à se gratter. Puis ça peut être une sensation hein, plus ou moins irritante. Là, il me semble que j'ai envie de me gratter juste d'en avoir parlé. Mais il y a des causes émotionnelles en arrière de ça. Il y a des désirs qui sont bloqués. Donc, une démangeaison, ça peut t'indiquer que tu as extrêmement envie de quelque chose, mais que tu te le permets pas. Peut-être que aussi parce que tu te sens bloqué, parce que quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre ou par des circonstances. Et une démangeaison va dire aussi, ça peut dire que tu es très préoccupé et que ça te fait vivre de l'impatience, de l'exaspération et de l'irritation, comme l'irritation qu'on a au niveau de la peau. Et ça, là, c'est juste pour la démangeaison. On pourrait le faire pour vraiment tout problème physique, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'importe le message qu'il y a derrière au niveau physique, il y a toujours un blocage au niveau émotionnel, un blocage au niveau mental. Mais derrière, il y a surtout un grand message spirituel, c'est de t'aimer, d'accepter tes peurs du moment, de prendre le temps de trouver ce dont tu as peur pour toi, d'accueillir cette peur-là qui te fait agir d'une certaine manière, tout en te rappelant que tout est temporaire. Le message spirituel, c'est aussi d'accepter tes limites, reconnaître ta propre valeur. Voyez-vous, un malaise ou une maladie, là, ça veut dire beaucoup de choses. La médecine est aussi importante, hein? Pas juste le décodage d'un malaise ou d'une maladie. La médecine, c'est important autant que la métaphysique. Quand on vit un malaise ou une maladie, on vous suggère de continuer là, d'utiliser la médecine traditionnelle. Mais aidez-vous par la métaphysique pour aller voir le message qui est au-delà du physique. De prendre le temps de devenir conscient de qu'est-ce qui se passe au plan psychologique. Donc, on ne peut pas tout gérer, hein? On va y aller un malaise à la fois. Alors, l'action suggérée pour décoder les messages de votre corps, ben, c'est de prendre le temps de noter un ou des messages de malaise ou de maladie que vous avez. Puis pour vous familiariser avec la métaphysique, vous savez, Lise, elle a écrit un livre, on va vous mettre le lien dans le conversé, c'est Ton corps dit aime-toi. C'est ça qui dit ton corps. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce livre-là, puis prenez le temps d'aller voir la définition qui vous mentionne le blocage, autant physique, émotionnel, mental que spirituel. Il y a un atelier de 2 jours hein, juste là-dessus, là, de prendre le temps d'aller voir c'est quoi les messages qui font qu'on est bloqué là-dedans. Le 6e moyen, utiliser ses émotions pour aller plus loin. Donc, tout ce qu'on vient de parler, les parents, les conflits avec notre entourage ou toute chose là, qui peut nous faire vivre des bouleversements intérieurs. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord qu'on peut appeler ça, que ça nous fait vivre des émotions? Hein? C'est quand on a des problèmes, là, on vit des émotions. Dans l'approche d'écoute ton corps, on va traiter les émotions différemment des sentiments. Euh, on dit d'une émotion, hein, qu'en fait, ce sont des accusations que l'on porte en soi envers les autres ou envers soi-même. Et chacune des émotions qu'on vit sont éveillées par une peur pour soi. Donc là, mettez de côté ce que vous avez appris. On va rester avec cette définition-là. Je vais vous la mettre dans le conversé, cette définition-là, qui est quand même importante parce que là, celle-là, vous ne l'aurez pas dans le partage d'écran à la fin. Donc, les émotions selon la définition d'écoute ton corps. Voilà. Donc, lorsqu'on est en émotion, on n'est pas dans son cœur, on est dans sa tête. C'est le mental qui accuse et qui se base sur des notions de bien, de mal. Les émotions sont un indice précieux. C'est un signal que vous recevez que quelque chose à régler dans le domaine où vous vivez des émotions. Moi, par rapport aux tâches ménagères, à un moment donné, je me sentais vraiment frustrée puis en colère. Je vivais des émotions. J'accusais intérieurement mes filles de pas en faire assez, de pas m'aider. Et
En fait, je me sentais, si j'allais, quand j'ai pris le temps d'aller voir en dedans de moi, je me sentais découragée. Je me disais, mon Dieu, j'y arriverai pas. Et puis, je m'accusais, je m'en voulais à moi aussi, de leur demander de m'aider, hein, à faire du ménage. Pour moi, là, une bonne mère, ça devrait s'organiser tout seul. Puis, il y avait un jugement, j'avais peur d'être mal propre là-dedans, si j'arrivais pas à tout faire mon beau ménage comme j'en avais envie. Donc, voyez-vous, les émotions, là, on tourne en rond là-dedans. Ça ne nous aide pas, sauf pour réaliser qu'il y a un problème et que là, la première chose qui est à faire, c'est de prendre la responsabilité de nos émotions. Ces émotions-là, ça vient de moi. Ça vient de ma croyance que pour être une bonne mère, je dois faire tout le ménage. Voyez-vous, ça vient de mes exigences à moi. C'est ça, prendre la responsabilité. Versus, quand la maison est en désordre, ben, je me jugeais, je m'accusais ou j'accusais mes enfants. Ça s'appelle la culpabilité. Ça règle rien. Alors, j'ai eu besoin de faire le travail à l'intérieur de moi. Ça va arriver qu'on vit des émotions quand on a une situation pénible, inattendue qui survient dans notre vie, hein, où tout semble basculer là, autour de soi. Une réaction tout à fait normale consisterait à penser même que cette situation-là est vraiment injuste. Alors là, les émotions éprouvées à ce moment-là nous décentrent de qui on est véritablement, de notre bien-être. Et en nous décentrant, ben, on refuse d'accepter l'expérience et on accuse. On refuse de prendre la responsabilité de nos émotions. Donc là, quand on est là-dedans, qu'on reste dans l'accusation, qu'on n'entre pas dans notre responsabilité, on n'arrive même pas à avoir de solution dans l'immédiat. Vous connaissez l'expression sûrement, quand on est collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Ben, vivre des émotions, là, vous avez le nez collé sur l'arbre, puis vous voyez rien d'autre. Mais cette attitude-là de refus de l'expérience ou de prendre un pas de recul, justement, ça éveille notre orgueil, ça éveille notre incapacité à vraiment communiquer nos désirs, nos besoins. On finit par vivre de plus en plus d'émotions, de la frustration, de la peur, de la culpabilité. Puis en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à avoir raison, à changer les autres plutôt qu'à prendre notre responsabilité. Donc, les actions suggérées pour aller plus loin quand vous vivez des émotions, mais quand vous vivez une émotion, la première des choses, c'est tenter donc de l'identifier. C'est quoi l'émotion que je suis en train de vivre? La colère, la frustration, le découragement, la culpabilité. C'est quoi la bébite qui est là présentement? Puis ensuite, tout de suite après, allez vérifier, j'ai peur de quoi pour moi? Et commencez à prendre la responsabilité de votre émotion. C'est pas à cause des autres que vous vivez une émotion, c'est votre perception interne que vous avez. C'est votre système de croyance que vous avez. Numéro 7, se connecter à son senti. Là, je vais me connecter à mon verre d'eau. Je pense que ça va aider pour la suite. Alors, se connecter à son senti, faire juste l'expérience, là, un petit peu tous les jours, de demander aux gens autour de vous, là, comment est-ce qu'ils se sentent. Vous allez constater que bien des gens, ils vont vous répondre en vous racontant une histoire. Tu demandes à quelqu'un comment tu te sens, puis là, il parle de d'autres choses, ou il va juste te dire, oh, ça va bien, ça va mal. On manque de vocabulaire pour dire comment on se sent. Quand j'ai une décision à prendre, je vais souvent omettre de me poser cette question-là, comment je me sens? Exemple, si vous voulez changer de travail, mais ça serait important d'aller visiter comment vous vous sentez. Réapprendre à sentir, ça va être votre meilleur guide et ça va vous amener à des sentiments plus profonds, à prendre conscience. Et dans ces sentiments-là plus profonds, il y a des bonnes chances que vous allez même rencontrer des blessures. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà lu le livre sur les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même. Dans les 5 blessures, Laure va vous mettre le lien. Il y a le rejet,
l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et quand on veut traverser ces blessures-là, on a besoin de les sentir. Donc, si, exemple, vous avez une blessure de trahison, ça se peut que vous avez l'impression de ne pas être importante. Mais vous allez avoir besoin de sentir de ne pas être importante, de ne pas être important, puis d'accueillir ce sentiment-là. En prenant le temps de vraiment sentir ce qui se passe en vous, d'en prendre la responsabilité, vous allez, vous allez pouvoir la communiquer plus clairement avec les autres. Donc, les actions suggérées pour se connecter, à partir d'aujourd'hui, même de maintenant, là, vous pourriez dès maintenant, prenez le temps de vérifier comment vous vous sentez. Donc, faites-le avec les gens qui vous entourent, faites-le dans différentes situations, puis faites-le avec vous au moins une fois par jour. De prendre un temps. Ça peut être sur votre téléphone, mettez-vous une petite alarme qui vous dit comment je me sens. Puis là, prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous. Plus vous allez le faire, plus ça va vous amener au huitième moyen, connaître ses vrais besoins. Plus on touche à notre senti et plus on touche à son vrai besoin. Connaître ses vrais besoins, c'est pas rien. Souvent, on va confondre besoin, désir. Mes désirs, ils font partie du monde matériel. Ils font partie du faire, du avoir. Tandis que mes besoins sont au niveau de l'être. Donc, un désir, c'est faire quelque chose ou avoir quelque chose. Un besoin, ça se place au niveau de l'être. Être quelque chose. Mon cheminement avec Écoute ton corps m'a permis de reprendre contact avec mes vrais besoins. Dans mon travail, quand j'étais, entre autres, directrice dans les centres de la petite enfance, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être reconnue, d'être soutenue, d'être validée. Ce sont des besoins qui sont tout à fait légitimes, mais souvent, les moyens que j'utilisais pour être reconnue, soutenue, validée n'étaient pas efficaces. Donc, dans mon travail, entre autres, comme j'étais pas vraiment consciente de mes besoins, j'en faisais toujours de plus en plus. Je connaissais pas mes limites, mais intérieurement, j'étais poussée par ces besoins-là. Mais je faisais pas de demande pour être aidée. Je faisais pas de demande pour être reconnue, pour être soutenue. Alors, je découvre des moyens plus efficaces maintenant pour les combler. Et surtout, j'apprends à être autonome et à me donner ce dont j'ai besoin. Puis, pour arriver à ce que j'ai besoin, cet exemple, c'est d'être reconnu ou d'être soutenu, ben, j'ai appris que j'ai besoin de faire des demandes claires, tout en sachant que l'autre n'est pas obligé de dire oui. Quand on fait des demandes, là, est-ce que c'est vraiment des demandes qu'on fait ou on donne des ordres? Souvent, on est contrôlant, on veut que ça marche à notre façon, puis on impose plutôt que de demander. Mais vous savez, lorsqu'on fait une demande, il faut se rappeler là, qu'une demande, l'autre a le droit de dire non à la demande. Mais c'est pas parce qu'il nous dit non à la demande qu'il est en train de dire non à soi, qu'il est en train de me dire non, qu'il me rejette en bloc. Il fait juste dire non à ma demande. Ben, je peux peut-être demander à quelqu'un d'autre. Hein? Il n'y a pas juste un être humain sur la Terre qui peut m'aider. Je pense pas. Puis, lorsque je vais faire des demandes, ben, c'est une demande qui doit être ouverte. Des fois, on va faire une demande avec quelqu'un. Je peux faire une demande à mon conjoint, mais ça se peut qu'on ait besoin de négocier dans la demande. Il va me dire, oui, je suis d'accord, mais il y a telle affaire. OK, mais là, s'il y a telle affaire, moi, je voudrais ça en plus ou comment je pourrais. On va négocier ensemble, on va se parler. Donc, j'apprends à devenir de plus en plus autonome. Et pour devenir autonome, ça ne veut pas dire de ne pas se faire aider. Non, non. C'est de ne pas me fier juste sur une personne pour combler mes besoins. Alors, les actions suggérées pour répondre à mes besoins. Premièrement, prendre conscience que vous en avez des besoins. Des besoins au niveau de l'être. Faites vos demandes clairement en acceptant que l'autre n'est pas obligé d'y répondre. Une demande doit être ouverte
est négociable. Trouver des moyens pour les combler d'une autre manière si l'autre ne peut pas répondre. Et après avoir fait nos demandes ou nos démarches pour combler nos besoins par nous-mêmes, ça m'amène au neuvième moyen qu'on va regarder ensemble, c'est qu'on doit lâcher prise. Donc, le lâcher prise sur les résultats. Lâcher prise, ça veut pas dire laisser tomber, hein. Si vous voyez ma main, là, si je fais lâcher prise puis que je laisse tomber, c'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est plutôt, je vais ouvrir ma main, mais vers le ciel, vers l'univers. C'est, je fais toutes les actions possibles, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, puis après ça, je remets à plus grand que moi les résultats. Sachez qu'on a une vision un peu limitée, les êtres humains. Hein, juste là, actuellement, exemple, vous êtes dans votre maison, si vous regardez autour, ben moi, quand je regarde autour, ce que je vois, ce sont des murs. Je vois pas l'environnement à l'extérieur. Mes yeux ne me portent pas au-delà de la mer. Mes yeux ne m'amènent pas dans le village voisin. J'ai une vision qui est limitée. C'est la même chose. On fait des actions. On peut pas tout connaître les résultats d'avance. On a une vision qui est limitée. Alors, ce qui fait que parfois, on n'arrive pas non plus à manifester ce qu'on va désirer. C'est important de rester ouvert afin de permettre à l'univers d'agir en fonction de notre plan de vie. Réaliser que lorsqu'on ne lâche pas prise, on est en train de faire du contrôle. Est-ce qu'il y en a qui contrôlent ici parmi vous? Vous pouvez lever la main manuellement. Moi, je peux lever les deux, ça m'arrive encore. Alors, réaliser que lorsqu'on ne lâche pas prise, qu'on ne lâche pas prise, on fait du contrôle. Je me contrôle moi, je contrôle l'autre, je vais contrôler la situation, je vais contrôler mon chien, je vais contrôler le domaine en question. Ça crée de la résistance. Mais rappelez-vous, là, derrière chaque situation désagréable en apparence, hein, que j'ai pas ce que je veux, il y a toujours quelque chose à apprendre pour évoluer. De prime abord, une situation désagréable, au départ, peut s'avérer même meilleure que ce que l'on aurait pu imaginer obtenir. Mais c'est en lâchant prise qu'on peut l'observer. Sinon, si on reste dans le contrôle, on peut même devenir obsessif. C'est pas ça qu'on veut pour être bien. Ça ne nous aide pas, ça, à être bien. Action suggérée pour lâcher prise. La prochaine fois que vous allez tenter de convaincre quelqu'un, essayez donc de lâcher puis d'observer les résultats. La prochaine fois que vous allez vous voir en train de vouloir contrôler, prenez un petit pas de recul, respirez un peu, puis lâchez prise. Puis attendez. Attendez quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? Et de réussir à faire ce lâcher-prise-là, c'est une première étape d'acceptation. On appelle le lâcher-prise que c'est une acceptation mentale qui m'amène au 10e moyen, qui est l'acceptation et l'amour inconditionnel. Donc, ça va être important, là, les 9 premiers moyens que je viens de vous mentionner, ça va être important de faire ce cheminement-là, ce processus-là avec acceptation. Pour ce faire, j'ai besoin de prendre conscience de ce qui est là. Donc, tout ce que vous avez vu précédemment, là, le pouvoir créateur, les croyances, les peurs, les émotions, les besoins, ce que j'accuse des autres, de moi, ma capacité de vivre de la compassion ou de faire de la réconciliation avec le passé, capacité de lâcher prise, devenir conscient de ce qui est là. Ensuite, je vais devenir observateur de ce qui est là. Observer, là, c'est sans jugement. Je suis pas en train de juger ce que j'observe. J'observe le plus neutre possible, sans accusation. Et ensuite, j'accepte ce qui est là. Puis là, je veux juste vous faire une petite nuance au niveau de l'acceptation. Vous savez, accepter, ça veut pas dire être d'accord. Je peux accepter au niveau du cœur, je peux accepter spirituellement sans être d'accord avec une situation. Je peux accepter qu'il y a des limites là-dedans. Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, je peux accepter sans être d'accord ou même ne pas comprendre ce qu'il y en est.
Accepter, c'est constater que toute expérience, que je vis des expériences, que toutes ces expériences-là, je vais les passer à travers mes filtres, à travers ma perception du passé qui m'influence, qui même parfois distorsionne ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Quand j'ai pris conscience que j'étais contrôlante, j'ai commencé à observer. Hey, ça faisait pas mon affaire de me dire ça, là. Première des choses, hein? C'était pas ma préférence, disons. Aujourd'hui, je suis capable d'en rire. Ben oui, je suis contrôlante. Et puis, c'est pas dramatique, j'en mourrai pas. Donc, j'ai observé dans quelle situation je l'étais, avec qui je l'étais, de quoi j'avais peur quand je l'étais, et c'était quoi mes blessures qui s'activaient quand j'essayais de contrôler. J'ai commencé à développer de la compassion pour moi quand je me suis vue contrôlante. Parce que là, je réalisais que j'avais peur, j'étais dans des limites, j'avais une blessure qui était éveillée. Ça m'a permis de ne plus être dans la résistance. J'ai commencé à me donner le droit d'être simplement un être humain. J'ai le droit d'être un être humain, imaginez donc. Vous autres aussi. L'amour inconditionnel et la compassion, ça vient avec la conscience, l'expérience et la compréhension du cœur. Il n'y a pas de transformation durable sans acceptation puis sans amour inconditionnel. Alors, les actions suggérées pour pratiquer l'acceptation et l'amour inconditionnel, ben, permettez au pouvoir de l'amour de vous aider. C'est un grand pouvoir, l'amour. Permettez à ce pouvoir-là de vous aider à accepter les personnes telles qu'elles sont, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ne comprenez pas, à vous accepter. Faites la même chose avec vous. Donnez-vous le droit d'être un être humain pour le moment en sachant que c'est temporaire. Vous savez, moi, je n'étais pas contrôlante tout le temps. Et quand j'ai commencé à m'accepter, c'était de me donner le droit, oui, là, je suis contrôlante dans cette situation-là, mais c'est temporaire. Je vise d'autres choses. Moi, je vise à lâcher prise, je vise à être dans l'amour inconditionnel, mais là, pour le moment, c'est ça la réalité. Je le suis parce que j'ai trop peur. Me donner le droit d'être un humain. 11e moyen. Il nous en reste deux. 11e moyen. Être reconnaissant, avoir de la gratitude. La reconnaissance, c'est un sentiment qui invite à recevoir un bienfait, un service rendu, un cadeau avec gratitude. C'est normal, c'est humain de manifester de la reconnaissance aux gens qui nous aident ou qui nous apportent du bien-être, du bonheur ou des biens, hein, qui nous donnent des cadeaux. Hein, c'est normal, c'est humain de manifester de la reconnaissance. Être reconnaissant, ça aide à exprimer notre joie, notre approbation, notre satisfaction. Les marques de reconnaissance ont le don de toucher hein, directement le cœur des gens. Quelqu'un qui vous rend service, puis avec votre cœur, vous dites, oh, merci, merci. Vous êtes touché par le service que vous avez reçu. On a tout intérêt à devenir de plus en plus reconnaissant plutôt que de prendre ce qui se passe pour acquis. Être reconnaissant face aux efforts de nos parents hein, dans le passé. Ça va vous aider à vous réconcilier, de dire, ah, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, puis peut-être qu'ils étaient souffrants, puis ils ont vraiment fait de leur mieux. J'ai pas aimé ça, mais je peux être reconnaissante pour tous les petits efforts qu'ils ont pu faire. Peut-être qu'on a eu des parents qui étaient vraiment difficiles à vivre, je le sais. On en entend dans les cours à Écoute ton corps. Il y a des ateliers où on entend des témoignages, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des parents vraiment durs. Mais est-ce que ce parent-là vous a logé, vous a nourri? Soyez reconnaissant, ne serait-ce que pour ça, pour des choses minimes que c'était le maximum qu'eux pouvaient vous donner. Même si vos parents répondaient pas à vos attentes. Être reconnaissant pour le lever du jour, hein, le soleil là, qui se pointe au rendez-vous à chaque matin. Moi, j'habite en Gaspésie, puis je suis face au fleuve qui s'étend, là, je vois pas de l'autre côté, mais à chaque matin, le soleil se lève. À chaque matin. Des fois, il y a des nuages, là, je les vois pas toujours, mais
Quand j'arrive, là, puis il n'y a pas de nuages, puis que j'ai ce lever du soleil-là, je vous le dis, là, à chaque matin, je suis dans un état de gratitude incommensurable. Avoir de la reconnaissance, ne serait-ce que pour le sourire d'un passant. Moi, il y a des personnes que je vois sourire présentement dans le groupe que vous êtes, puis ça me touche. Je suis reconnaissante que Laure soit là, qu'elle mette les, les, euh, les liens dans le conversé. Je suis reconnaissante, je vois des petits mots passer, j'ai pas le temps de toutes les lire, mais je vois que vous participez, c'est génial. Ça me fait de la reconnaissance à l'intérieur de moi, de la gratitude. Et on a tout intérêt à devenir comme ça de plus en plus reconnaissant. Avoir de la reconnaissance pour tout ce que l'on a déjà. Moi, j'aime bien cette expression-là, compter à chaque jour vos bénédictions. Moi, dans mes bénédictions, là, j'ai deux yeux, j'ai deux oreilles, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai mes deux bras, je suis en bonne santé, j'ai encore mes cheveux, j'ai une maison, un toit sur la tête. Tu sais, reconnaissez vos bénédictions. Là, j'ai remarqué, tout le monde est habillé présentement dans les salles. Là. Vous êtes chez vous, là, tout le monde a du linge sur le dos. Avez-vous pris le temps d'être reconnaissant pour les vêtements que vous portez? Juste ça. Hein, vous avez des vêtements confortables, vous avez des souliers pour marcher à l'extérieur, vous avez de la bonne air à respirer. À tous les jours, dire merci pour ces mille et une petites choses que vous avez autour de vous, puis à l'intérieur de vous. Vous avez un sens de l'humour, remerciez-vous pour votre sens de l'humour. Hein. Soyez reconnaissant du sens de l'humour. Vous avez des beaux yeux, soyez reconnaissant pour vos beaux yeux, même si vous portez des lunettes. Moi, j'adore faire ça. C'est dans l'expérience que j'aime le plus, c'est de prendre le temps de nommer ce que j'ai, puis de ressentir cette gratitude-là. On dit que la gratitude, c'est un des sentiments le plus forts, les plus forts. Il émet des vibrations autour de nous, et ces vibrations-là, ils ont comme résultat de continuer à attirer des choses ou des personnes dont on continue d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est manifester votre gratitude envers la vie, reconnaître toutes les richesses à l'intérieur de nous et autour de nous, savoir reconnaître les cadeaux de la vie, même les cadeaux mal emballés. Hein? Alors soyez vigilants, reconnaissants de ce que vous avez de beau et de bien, plutôt que gratitude pour cette conférence. Oh, génial. Soyez reconnaissant de ce que vous avez de beau, de bien, parce que sinon, on risque de tomber dans un état de victime. On se focus juste sur ce qui nous manque. Ah, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de maison, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Ben, vous allez continuer d'attirer le j'ai pas de ça. Donc, dans le même sens, peut-être que parfois, on n'y croit pas qu'on a le bon conjoint ou on ne croit pas qu'on a les bons enfants ou le bon travail. Mais si vous prenez le temps de regarder de plus près, là, vous allez réaliser à quel point ces gens-là ou cette situation-là, elle est utile pour votre évolution. Action suggérée pour être reconnaissant puis avoir de la gratitude. Dans les jours qui suivent, là, prenez un temps à la fin de la journée pour essayer de noter au moins 5 choses ou 5 personnes pour lesquelles vous sentez que vous avez eu de la reconnaissance. Juste 5 pour commencer. Puis au fil des journées, augmentez le nombre de gratitudes. Prenez le temps de bien ressentir en vous cette reconnaissance. Puis à la longue, plus vous allez faire cet exercice-là, plus vous allez le sentir à l'intérieur de vous, puis plus vous allez en avoir des raisons d'être dans la gratitude, et ce, à chaque instant. Le 12e moyen, mais pas le moindre, s'engager envers soi-même. Réalisez qu'il n'y a rien qui va changer dans votre vie si vous faites juste accumuler des connaissances mentales. Hey, ça, c'est pas le fun de se faire dire ça. C'est vrai que c'est satisfaisant des connaissances mentales,
mais il n'y a rien qui va changer si vous arrêtez ça là. On doit s'engager avec soi-même. Ça veut dire qu'on doit commencer à faire des actions, on doit agir, on doit s'investir pour notre transformation. Et quand on commence là-dedans, avoir de l'aide, c'est primordial. Donc, il n'y a pas de transformation sans acceptation. Et quand on commence à accepter, on commence aussi à passer à l'action. Puis plus on passe à l'action, plus on devient compétent dans ce qu'on est en train de faire. Quand j'ai commencé comme formatrice, c'est sûr que j'étais plus nerveuse. Ça m'inquiétait de le faire, ce travail-là, de parler en public, de parler devant des gens. Il y avait plein de peurs qui montaient. Mais plus je le fais, plus je me sens compétente. Puis plus je me sens compétente, plus j'aime le faire. Puis plus j'aime le faire, plus je le fais. Voyez-vous le cercle vertueux que ça amène? Quelqu'un qui veut partir à son entreprise. euh, Moi, je forme des gens donc à Écoute ton corps, hein, je suis formatrice pour l'école. On forme à travers le programme de formation les futurs consultants de l'école Écoute ton corps et les futurs animateurs, formateurs de l'école Écoute ton corps. Mais tout ce beau monde-là, des fois, ils vont travailler pour l'école, mais parfois, ils vont se partir en entreprise. Alors, ils doivent eux-mêmes s'engager envers eux. Ils doivent fournir des efforts, investir du temps, investir de l'argent, faire du marketing. Ils doivent s'engager envers eux-mêmes. Donc, on doit décider. Donc, dans l'engagement, il y a une décision, décider d'utiliser au quotidien ces 12 moyens que je viens de vous présenter. Ça, c'est de vous engager dans votre cheminement, dans votre bien-être. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser les 12 à tous les jours, mais peut-être sur 12 jours, avoir au moins utilisé un de ces moyens-là à tous les jours. Regardez en arrière un petit peu les 5 dernières années que vous avez vécues. Dans quoi est-ce que vous vous êtes engagé? Hein? Puis dans quoi aujourd'hui vous voyez certains résultats? Donc, c'est sûr que là où vous vous êtes engagé, investi, que vous avez mis du temps, de l'argent, des efforts, que vous y avez pensé, que vous avez pris des décisions, que vous avez posé des actions, c'est sûr qu'il y a des résultats. C'est peut-être pas tous les résultats que vous vouliez, mais c'est sûr que vous avez certains résultats. La décision de s'engager, ça se fait dans le ici maintenant. En quoi est-ce que vous voulez vous engager? Prenons l'exemple de Lise Bourbeau. Lorsqu'elle a commencé l'école Écoute ton corps, elle avait une super de belle carrière dans la vente. Mais elle, là, c'était plus fort qu'elle, là. Elle voulait créer l'école Écoute ton corps. Elle s'est engagée corps et âme, c'est le cas de le dire, hein, dans cette voie-là. 5 ans plus tard, elle a écrit son premier livre, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre. Puis elle disait là, qu'elle n'était pas un écrivain, là, qu'elle écrirait jamais de livre de sa vie. Je pense qu'elle est rendue à 26. Donc là, voyez-vous, mais c'est parce qu'elle a passé à l'action. Une ligne après l'autre, il y a un livre qui s'est créé. Je suis sûre que parmi vous, il y en a là, qui ont ce désir-là, peut-être d'écrire un livre. Mais est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir devant une feuille avec un crayon puis de commencer à écrire? Ça fait partie de l'action. Donc, voyez-vous, si on garde ça mental, on se pourrit la vie à la longue. L'action va vous amener toute l'énergie nécessaire, les idées nécessaires, puis une action va en amener une autre. Ça va se faire, ça, tranquillement, pas vite. Et vous savez, Lise, quand elle a, je reviens avec elle, son exemple, ben, dans les premières années, elle a créé des conférences, elle a créé un premier atelier. L'école existe depuis plus de 40 ans. Puis le premier atelier qu'elle a créé, qui s'appelait à l'époque Écoute ton corps, ben, ce premier atelier-là, il est encore d'actualité aujourd'hui. C'est notre atelier de base. Il s'appelle plus Écoute ton corps, il s'appelle maintenant Être bien avec soi, puis le jour 2, Être bien avec les autres. Mais c'est notre atelier de base de tous les autres ateliers. Ce qu'elle a créé il y a 40 ans, en passant à l'action, en se décidant puis en se mettant en action, il y a encore des résultats aujourd'hui. Puis Lise, là,
Elle pouvait pas imaginer quand elle a commencé que elle, en fait, je pense qu'elle était assez visionnaire. Elle imaginait sûrement que ça allait devenir une école internationale, mais c'est devenu une école internationale. Donc, voyez-vous, s'engager, c'est se faire une promesse à soi-même. Pourquoi on fait ça? Ben, pour développer notre confiance en soi, en mettant en place les différentes actions vues aujourd'hui. Ça peut être s'engager pour se remettre en forme physiquement. Donc là, on va s'inscrire à un gym, on va aller marcher. Ça peut être de se remettre en forme intellectuellement en assistant à une conférence, en lisant un livre. Ça peut être de se remettre en forme émotionnellement en suivant un cours sur les émotions, un cours sur le senti, entre autres, un cours sur les peurs pour savoir comment gérer les peurs, un cours sur la colère, savoir comment gérer la colère. Ça peut être de s'engager parce qu'on veut changer de carrière, hein. On peut décider, moi j'en rencontre plein, là, des gens qui sont en réflexion pour changer de carrière, qui veulent devenir des consultants en relation d'aide ou des animateurs en relation d'aide. Donc, ils passent à l'action, ils vont assister à une séance d'information, ils vont s'inscrire à notre fameux atelier être bien avec soi et avec les autres. Ils vont s'inscrire au programme de formation professionnelle en relation d'aide de l'école Écoute ton corps. Laure, elle va vous mettre tous ces liens-là si elle le veut bien, hein. Puis, donc, voyez-vous, on peut décider tout ce qu'on veut. L'important, c'est je m'engage. Donc, je prends une décision et je passe à l'action sans m'attacher à tous les détails du futur. Attendez pas plus. Prenez une décision sans attendre le moment idéal. Il y a des gens qui font ça. Ils vont avoir besoin d'être 100% certains des résultats. Et c'est impossible. On ne connaît pas l'avenir. Les raisons pour lesquelles on ne passe pas à l'action, c'est exactement les raisons pour lesquelles vous devriez passer à l'action. Si vous avez peur de vous lancer en affaires, ben lancez-vous en affaires. C'est justement pour ça. Allez apprivoiser cette peur-là. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis arrivée à Écoute ton corps après tant d'années de formation ailleurs. C'est justement parce que moi, je voulais plus sentir, je voulais plus vivre d'émotions. Mais c'est exactement pour ça que j'avais besoin de faire la formation, pour aller apprivoiser les peurs, aller gérer ces émotions-là que je vivais. Aujourd'hui, est-ce que j'en vis encore des émotions? Oui, je suis un être humain et je le serai jusqu'à ma mort. Je suis incarnée dans un corps physique, donc limité émotionnellement. Donc oui, mais j'en vis moins. Ça dure moins longtemps. Aujourd'hui, j'ai les outils, je le sais quoi faire avec. Écoute, ton corps me nourrit à tous les niveaux, moi. Moi, j'aime ça, avoir une structure qui respecte mon rythme. Je vous ai parlé de ma mère tantôt, hein, qui n'avait pas de structure, pas d'encadrement. Mais à travers l'école Écoute ton corps, j'ai une structure. Ça, moi, ça répond à mes besoins. Mais en même temps, j'ai une structure qui respecte mon rythme. Moi, j'aime avoir la structure avec ma consultante. Moi, je vais être suivie par ma consultante. Je continue de demander de l'aide. Alors, les actions suggérées pour m'engager envers moi-même. Premièrement, là, faites donc la liste de tout ce que vous voulez faire puis qui traîne depuis longtemps. Vous savez, là, des fois, on avait des rêves quand on était enfant. Puis aujourd'hui, on dit, oh, je suis rendu trop vieux. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas ci. Oh, j'ai pas ça. Commencez donc par faire la liste de tout ce que vous avez rêvé dans votre vie, mais qui traîne depuis longtemps, que vous ne l'avez pas. Ensuite, choisissez-en une qui va être celle qui va être la plus à portée de main pour vous, la plus facile à atteindre pour commencer et décidez. Prenez la décision de passer à l'action. Engagez-vous à répondre à vos besoins. OK. Ça fait le tour des 12 moyens et actions. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une promotion. Le noyau de l'enseignement d'Écoute ton corps, c'est réellement l'atelier Être bien, avec soi pour le jour 1, puis avec les autres pour le jour 2. Dans cette conférence, j'ai touché plusieurs points qui sont traités, mais beaucoup plus en profondeur dans l'atelier Être bien.
On a des exercices très concrets où c'est assez facile par la suite d'appliquer ça dans notre vie. Vous allez retrouver donc différents moyens que je viens d'énumérer pendant ces 2 jours-là d'atelier. Alors, pour aujourd'hui, la promotion que je vous offre pour vous donner le goût de passer à l'action, parce que si vous êtes là, je me doute bien que vous voulez être bien. Vous voulez hein, connaître ces 12 moyens-là pour être bien. Alors, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est pour toute nouvelle inscription à l'atelier Être bien, Laure va vous mettre le lien, vous allez recevoir un accès gratuit à un enregistrement de Lise Bourbeau qui vous explique comment découvrir les causes et les solutions à vos problèmes. Cet enregistrement-là, il est vraiment génial parce que Lise, elle explique très bien la méthode pour trouver la cause derrière un problème et qu'est-ce qu'on en fait de ça. Donc, c'est valide pour 48 heures. Vous vous inscrivez à partir du portail.écoutetoncorps.com. Valide pour 48 heures. Donc, vous avez jusqu'au 30 mars inclusivement. C'est ça. Juste pour votre info, moi, j'en donne un en ligne très bientôt, le 20-21 avril. C'est moi qui anime, ou le 13-14. Oh, je me rappelle plus. Bref, j'en anime un bientôt. C'est dans mon agenda. Euh, Vous pouvez faire une photo si vous voulez conserver cela. Donc, comme d'habitude, hein, la promotion, elle est valide 48 heures après la conférence, mais à partir de maintenant. Là, ce qu'on va faire avant d'aller à la période de questions, on va vous partager les 12 moyens. On va les faire. Laure, tu les as sous la main? C'était Tu veux sûr. le document que tu m'as partagé, Nathalie? Oui, c'est ça. La Ok. grande feuille. Fait que donc, tu la dérouleras peut-être en 2, 3 mouvements pour que les gens ils puissent bien prendre en photo. Je pense que je l'ai pas, Nathalie. Juste celle que toi, tu m'as partagée. J'en ai pas d'autres à partager à l'écran. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire ça. Je vais, pendant ce temps-là, commencer à envoyer vos questions le temps que je vais aller chercher le partage d'écran. Commencez à envoyer vos questions parce que tout de suite après, on va s'en aller sur la période de questions. Donc, les 12 moyens. C'est moi qui vais vous faire le partage d'écran. J'espère que je vais bien. Est-ce que tu veux mettre co-autre, s'il te plaît, pour que je puisse partager mon écran? Voilà, c'est fait. Merci. Donc, partager l'écran. Voilà. Je vais grossir un petit peu l'écriture. Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Est-ce qu'on voit bien, Laure? Fais-moi un petit pouce en l'air. Oui, parfait. Donc, vous les avez tous. Je vous invite à prendre en photo ou à faire vous-même une capture d'écran. Donc, on a utilisé son pouvoir créateur, devenir conscient de ses croyances, se réconcilier avec le passé, se connaître à travers les autres. J'avance pour les 4 autres. Décoder les messages du corps physique, utiliser ses émotions, pardon, pour aller plus loin, se connecter à son senti, connaître ses vrais besoins. Si vous voulez prendre en photo ou une capture d'écran. Ensuite, les 4 derniers, le 9, lâcher prise, pratiquer l'acceptation, l'amour inconditionnel, être reconnaissant et avoir de la gratitude, s'engager envers soi-même. Donc, je vais les laisser là un petit bout de temps. On peut déjà commencer à répondre aux questions. Je vais le remonter pour ceux qui ont, peut-être que j'ai été trop vite là, pour certaines personnes. Donc, je prends tout de suite une première question, le temps que les gens ils puissent faire bien comme il faut les photos ou le partage. Oui, On n'a pas eu beaucoup de questions encore, Nathalie, mais on en a une qui a été posée quand tu as parlé de sentiments et d'émotions. oui, La question qui a été posée, c'est est-ce que tu pourrais juste réexpliquer selon la vision Écoute ton corps, qu'est-ce que c'est la différence entre un sentiment et une émotion? oui, Et puis, certainement. une autre question après par rapport à ça, mais je te laisse déjà répondre à cette partie. Merci. Lorsqu'on parle d'émotion,
Donc, dans le langage courant, une émotion, pour monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on a appris, c'est que ça peut être autant positif que négatif. Nous, à Écoute ton corps, lorsqu'on parle d'une émotion, c'est donc une accusation qu'on porte à l'intérieur. Et là, cette accusation-là, elle est mise en mouvement par une peur pour soi. Ce que ça crée à l'intérieur de soi, c'est une agitation intérieure, un peu comme une tempête de sable. Vous êtes pris dans la tempête de sable, puis vous accusez les grains de sable, vous accusez le vent, il y a de l'accusation, puis tout ça parce que vous avez peur. Peur de ne pas vous en sortir, peur de ne pas y arriver, bref, peur, peur, peur. Ça, c'est pour l'émotion. La définition au niveau du sentiment, je ne l'ai pas donnée officiellement. Ça aussi, on retrouve ces deux définitions-là dans le jour 2 du être bien, justement. Mais un sentiment, c'est une sensation intérieure d'observation. C'est une sensation qui va être plus ou moins forte, mais je vais être en observation de ce qui est là. Ça peut être agréable, désagréable. Donc, je peux observer que je vis de la colère, mais je ne suis pas en train d'accuser personne là-dedans. Je fais juste observer, ah, j'ai de la colère qui monte à l'intérieur de moi. Donc, le fait de ne pas porter de jugement ou d'accusation, ce sentiment-là, qui exemple serait de la colère, va s'effacer beaucoup plus rapidement. Je fais juste prendre conscience qu'il y a de la colère. Puis s'il y a de la colère, c'est que je suis capable de me dire, ah, ben, j'ai probablement un besoin qui n'est pas comblé. Fait que voyez-vous, je suis pas du tout en train d'accuser. J'observe, puis même au contraire, ça va me créer une ouverture qui va me permettre d'accepter ce qui est là, cette colère-là, et de prendre action aux besoins. Laure, deuxième question. Là, je descends pour les prochains. Toujours Donc, par rapport aux émotions, Nathalie, on a eu une question. Finalement, est-ce qu'une émotion, est-ce que c'est toujours négatif? Parce que lorsqu'on en parle, on a souvent l'impression que ça a un caractère négatif. Est-ce que c'est tout le temps le cas? en fait, dans la définition d'écoute ton corps, effectivement, que ça va être plus à saveur négative parce qu'il y a accusation et qu'il y a peur. Donc, je remets une dernière fois les derniers moyens pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de les prendre. Laure, tu as une autre question peut-être? Oui, on a une autre question qui est un petit peu plus précise. C'est une personne qui nous dit dans le chat que lui, il vit des émotions il dit merci ou il essaie d'être reconnaissant parce qu'il trouve qu'il n'est pas honnête. Est-ce que c'est possible d'être reconnaissant puis de remercier sans vivre d'émotions? Tout à fait, tout à fait. Si on remercie, exemple, si je remercie, mais parce que j'ai appris dans ma croyance que c'est gentil de remercier. Je suis une bonne personne quand je remercie, mais dans le fond de mon cœur, ça ne me tente même pas de dire merci. Donc là, effectivement, je le fais en vivant une émotion. Mais si je suis sincère, honnête, puis que vraiment j'ai de la gratitude, puis c'est pas parce que j'ai appris qu'il faut dire merci. Hein, là, c'est pas mon ego qui parle, c'est mon cœur. Ben là, je vivrai pas d'émotion. Au contraire, je vais être dans une vraie reconnaissance, je vais être au niveau d'un senti de reconnaissance. On n'a pas d'autres questions, Nathalie, à part ce qui concerne la promotion d'aujourd'hui et puis l'inscription à l'atelier Être bien. Je ne sais pas Ben si tu vas-y. peux y répondre maintenant. Les Bien sûr. personnes qui ont déjà suivi l'atelier ou celles qui sont inscrites pour les prochains Être bien, est-ce que la promotion d'aujourd'hui est quand même valable? Oui, parce que dans le fond, les personnes, euh, lorsque vous allez vous réinscrire en reprise, vous savez, l'atelier Être bien, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez gratuitement. Donc ça, il ne faut pas hésiter, hein? Il faut en profiter de cette belle promotion-là aussi, ce beau cadeau-là qu'Écoute ton corps vous donne. Alors, lorsque vous allez vous réinscrire à l'atelier Être bien, donc en reprise, vous allez avoir accès à cet enregistrement. C'est tout de mon côté, Nathalie. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Ça avait l'air très clair. Tout le monde a tout Et compris. oui. Donc, peut-être juste conclure, je vous ai parlé de l'atelier Être bien.
Mais vous savez, on a un programme complet de formation. Laure pourra vous mettre le lien dans le conversé. Si vous avez le livre Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre, moi, je vous invite suite à cette conférence-là et suite à votre participation à l'atelier Être bien, je vous invite à le relire. Vous ne le lirez pas de la même manière à partir de maintenant. Ça va être vraiment intéressant pour vous. Je voudrais prendre le temps de remercier Laure d'avoir été notre opératrice. Je te remercie avec mon cœur aussi. Je suis vraiment reconnaissante que tu sois là. Vous savez, c'est très soutenant d'avoir quelqu'un, une opératrice, lorsqu'on donne une conférence. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour vous et puis au plaisir de vous voir en atelier très bientôt, à l'atelier Être bien, entre autres. À bientôt. Au revoir tout le monde.